Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Avant même de commencer notre entretien, je vous rappelle de vous abonner à notre page YouTube, mais aussi à télécharger l'application Omerta pour accéder à tous nos contenus, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est une interview un peu spéciale puisque c'est avec Régis Le Sommier. Bonjour, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour Merwan. Bonjour. Nous allons donc parler de cet événement de la journée, l'investiture de Donald Trump, le grand retour de Trump, que Omerta avait laissé entrevoir il y a déjà 6 mois Oui, quasiment. 6 mois quasiment. On va y venir. Ouais. Juste, on n'est pas encore tout à fait. Je suis allé regarder sur l'appli, Mhm. enfin sur X, parce que moi je n'ai pas quitté X, Ah oui, euh, comme et certains, je ne vais pas le quitter. bien sûr. Il y a le début effectivement de la retransmission, donc Ouais. ça n'a pas encore commencé, mais ça va Mhm. commencer là, dans les minutes, peut-être au moment où se déroule notre Notre entretien. entretien, ouais. Vous parlez de ce magazine. Je voulais dire que j'en suis très fier de ce magazine, très très fier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, du titre, à l'époque, je n'étais pas tout à fait convaincu par le titre Trump, l'Empire contre-attaque. Mhm. On avait voulu effectivement lui donner une posture de Jedi ou de Dark Vador Mhm. en fonction. Que c'était un personnage qui faisait peur. Et on l'avait mis avec son petit pansement et une trace de sang sur la joue, ou en tout Forcément. cas du sang qui venait de son oreille. C'était peu de temps après L'attentat. la tentative d'assassinat, en effet, dont Trump a été victime. Depuis, il a quand même été victime de 2 autres tentatives. Mhm. Donc c'est ce qu'on peut appeler un petit peu un miraculé. Pourquoi j'en suis très fier? Parce qu'à l'époque, on avait vraiment percuté. Moi, j'aime bien, j'ai une expérience de presse chez Paris Match pendant plus de 25 ans, et j'aime bien quand on est au plus proche de l'événement. Et être au plus proche de l'événement à ce moment-là, où dans la semaine, il s'était passé donc cette tentative d'attentat, et puis la démission de Joe Biden, ou en tout cas Bien sûr. son Son retrait de la retrait de la campagne campagne. une semaine après, euh, la probable nomination de Kamala Harris. On était vraiment dans cette séquence bouleversement de la campagne américaine qui nous tenait en haleine, pratiquement comme un feuilleton. Mhm. On se demandait tous les jours qu'est-ce qui allait se passer. Et de voir comment... Je me suis dit, il faut qu'on soit au plus près de l'événement. On devait sortir le magazine. J'en ai parlé à Charles. On a fait des réunions. Quel contenu on mettait sur ce magazine? Et on s'est dit, il faut partir sur Trump. Il faut partir sur Trump parce que là, il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a le truc où Joe Biden, c'est la première fois qu'un président en exercice démissionne. Alors, il y a eu l'affaire Nixon. Mhm. Nixon a démissionné, mais il y a eu Watergate. une Mhm. nouvelle élection. Là, le candidat démissionne. Il démissionne pas de la présidence, il démissionne de la candidature. Et c'est la première fois où on voit un tel événement. Et on se dit, quand on voit la tentative d'assassinat de Donald Trump, évidemment, il y a des relents, l'assassinat de Kennedy, la grande tradition des Mhm. chefs d'État américains ou des candidats ou des personnalités, puisqu'il y a eu Martin Luther King, il y a eu Robert Kennedy également, qui ont été assassinés. Donc c'est un pays où on assassine beaucoup, où on tente d'assassiner beaucoup aussi. Mhm. Et je crois que c'est à peu près un tiers des présidents américains qui ont Qui ont subi. dû à subir une Mhm. tentative d'assassinat ou un assassinat. Donc voilà, quelque chose qui était en accord, ou en fait en écho avec l'époque, et on s'est dit, il faut qu'on mette Trump. Et pourquoi j'en suis très fier aussi? Parce qu'à l'époque, je la remontre à nouveau, à l'époque, nous étions les seuls A annoncé. à mettre Mhm. en couverture Donald Trump. Libération, au moment de la convention de Chicago Des des démocrates. démocrates, avait Ouais. mis Kamala Harris, début de reconquête, avec un sourire, elle fait peur à Donald Trump, etc. Enfin, voilà, on était déjà dans la dynamique où le camp démocrate allait Mhm. écraser cet affreux personnage. Et ce qui m'a vraiment intéressé depuis, au-delà du contenu qui est un contenu extrêmement fouillé, hein. On fait des magazines chez Omerta qui sont, voilà, les gens qui les lisent, il y a beaucoup, beaucoup de travail dedans, beaucoup d'enquêtes, beaucoup Précision. de textes Mhm. aussi, de richesse de textes et de précision, vous avez Mhm. raison. Et en fait, on s'est intéressé ensuite, après ce documentaire, et on en a parlé beaucoup chez Omerta, de façon régulière, avec nos invités, sur la dynamique de la campagne américaine et ce qu'elle allait représenter pour le monde. Mhm. La dynamique de la campagne américaine, ça a été
de la même manière qu'en 2016, où Hillary Clinton était face à Donald Trump, une sorte d'ostracisation d'un des candidats, de diabolisation absolue de ce candidat, d'hitlérisation de ce candidat jusqu'à des aberrations. Je pense par exemple, regardez, nous sommes le 20 janvier, il y a 3 mois à peu près, Donald Trump louait le Madison Square Garden à New York, une salle mythique, pour tenir un meeting assez exceptionnel en termes de scénographie. Des journalistes français étaient allés jusqu'à dire s'il a loué cette salle, c'est parce qu'en 1932, des nazis américains ont loué cette salle. Donc Trump est un fasciste. Il y a eu 3 émissions sur le service public pilotées par Thomas Negaroff, journaliste du service public, pseudo-spécialiste des États-Unis, qui disait Trump, c'est le fascisme américain. Il y avait le mot fasciste dans l'histoire. Tout ça, évidemment, avec nos deniers, avec nos impôts sur le service public. Donc la démonisation de Donald Trump était excessivement établie. Et à côté de ça, il fallait porter le soldat Kamala Harris. Et on a vu ce que ça donnait à la fin. Voilà. D'ailleurs, ça rejoint, je fais le parallèle avec le livre que vous sortez tout juste. Sur le diable. Le diable, voilà, oui, la manière dont la société occidentale choisit ses diables et ses adversaires. Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, justement, où je renverse la problématique à la fin en se disant, finalement, force de désigner des diables, est-ce que finalement, pour le reste du monde, l'Occident n'est pas devenu le diable lui-même. Pour ce qui est de Trump, ce qui est très intéressant, souvent sur des personnages diaboliques, dits diaboliques ou diabolisés, ostracisés, encore une fois, c'est toujours c'est souvent la même rhétorique qui est utilisée, c'est que Trump, à une époque, n'était pas du tout le diable. Quand il était milliardaire dans les années 90, quand il a fait sa fortune dans l'immobilier, c'était un personnage déjà fantasque, peu fréquentable. Il incarnait cette idée du self-made man, à l'américaine, du golden boy. Bien sûr, le personnage un peu joueur de football américain ou bastonneur, incarnant une virilité exacerbée. Le showman. Voilà, et plus cette dimension médiatique qui existait déjà, où Trump était un excellent vendeur de ses propres produits. C'est d'ailleurs une de ses idées de génie dans les années 90, au moment où il faisait quasiment banqueroute, c'est d'avoir déposé son nom et d'en avoir fait une marque. Et là, il a commencé à vendre de la vodka à Donald Trump, des tours, quasiment des pizzas, enfin bref, tout était Donald Trump. Et de ce point de vue-là, il a fait quand même un certain empire. Il a joué ensuite dans une série de télé-réalité très intéressante qui s'appelle The Apprentice, qui a fait un peu sa renommée et qui lui a servi de carte de visite pour beaucoup d'Américains. C'est-à-dire que les Américains, s'étant beaucoup passionnés pour cette série, ont vu en Trump une sorte d'arbitre, une sorte de businessman génial, ce qui n'était pas forcément. C'est-à-dire que la série l'a installé comme quelqu'un qui, à partir du moment où il s'est déclaré candidat, les gens se sont dit, bah oui, avoir un entrepreneur à la tête des États-Unis, nous, ça nous intéresse. En France, ça choque. Aux États-Unis, pas du tout. C'est une autre mentalité, totalement. C'est totalement. Et Donald Trump cochait les cases parfaitement. Et surtout, il avait réussi à transformer son image grâce à cette émission de télé-réalité. Donc là, avec Donald Trump, on est complètement dans le média. Tout est imbriqué, le perso, le public. D'ailleurs, certaines personnes disent qu'il parle en privé comme il parle en public. Il n'y a pas de distance réelle, il n'y a pas de frontière. À une époque, il tweetait comme son ombre avant de se faire interdire du réseau. Moi, je fais partie des gens qui prétendent que Donald Trump a créé Twitter. C'est pas tellement Zuckerberg ou non, c'était pas Elon Zuckerberg. Musk. J'ai oublié son nom. C'est le premier fondateur de Twitter. Vous vous en souvenez? Il a un peu disparu. C'était un type de San Francisco. Il s'est fait remplacer. Il s'est fait remplacer. Mais donc ce réseau a été créé. Donald Trump en a été exclu à cause de ses excès. Mais les excès ont fait Twitter. Et Donald Trump a fait de Twitter l'instrument de communication politique le plus pratique pour atteindre les gens. Il a fait de ce que le général de Gaulle, ce que de Gaulle a toujours rêvé de faire, c'est-à-dire le dialogue direct avec le peuple, en faisant l'économie de tous les corps intermédiaires, les partis, les journalistes, etc., pouvoir directement atteindre le peuple. Et il l'a fait avec Twitter. Et de ce point de vue-là, il a fait Twitter. Pour moi. Et c'est intéressant parce que ça me fait la transition sur ce personnage qui est devenu le président de Twitter, maintenant X, Elon Musk, Uncle Musk pour les proches de Donald Trump. Il est quasiment un membre de la famille. Il fait partie de la famille. Oui, c'est incroyable.
qu'est-ce que justement cette nouvelle ère qui s'ouvre annonce? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec Trump, il y a évidemment la dimension politique. Moi, ce que j'appelle le milliardaire des pauvres, celui qui va voler au secours des oubliés de la mondialisation, contre les élites corrompues, les élites qui pratiquent la censure, le monde démocrate qui impose le wokisme, qui en fait quasiment une idéologie dictatoriale ou presque, quand on voit ce qui s'est produit au département des pompiers de Los Angeles, où on a imposé des gens en fonction de leur genre, en dépit finalement de l'efficacité. On a appliqué des théories où il ne fallait pas intervenir, il ne fallait pas nettoyer les bosquets, nettoyer les réserves aussi. Voilà, et les réserves d'eau qui étaient avides. Bref, l'idéologie a montré qu'elle allait contre la sécurité du peuple américain. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une sorte d'effet, on est allé trop loin. Et Trump, évidemment, a joué là-dessus. Musk a joué aussi de l'idéologie, de l'attitude anti-woke, puisqu'il a, je crois, 12 enfants, dont un qui a fait une transition et qui a décidé de quitter les États-Unis. Donc c'est quelque chose qu'il connaît personnellement. Et Musk est maintenant allé au-delà, puisqu'il a une fortune de 400 milliards de dollars. Jamais atteint dans l'histoire de l'humanité. Quand il a rejoint Trump, elle était à 300 milliards. Je crois qu'elle a pris 100 milliards depuis. Ça prouve que Trump est extrêmement bankable, comme on dit en ce moment. C'est vendeur. Voilà, c'est très très vendeur. On est dans deux personnages qui, l'un comme l'autre, ont une sorte se bénéficient mutuellement et dont l'aura et la notoriété aujourd'hui est extrême, jusqu'à ce que Elon Musk s'immisce dans les élections en Allemagne, dans les affaires politiques et les faits divers avec les gangs de Pakistanais en Angleterre, jusqu'à ce qu'il intervienne finalement dans beaucoup d'endroits, qu'il s'attaque ou qu'il y ait des joutes verbales avec Thierry Breton. Ex-commissaire européen. C'est ça, avec Ursula von der Leyen, mais on remarque qu'Ursula von der Leyen est plus discrète quand même. Pas tout à fait le même point de vue que Thierry Breton, et donc n'a peut-être pas envie de se fâcher avec la nouvelle administration américaine, et surtout avec la puissance que cette nouvelle administration dégage, parce que là, on est vraiment face à un phénomène de changement d'air, voilà. Et avec beaucoup d'inconnus, voilà, beaucoup de choses dont on ne sait pas ce qui va se passer. Là, il y a un accord à Gaza, trois otages libérés, 80 Palestiniens également. Donc on est au début de l'accord, mais enfin, ce qu'on remarque, c'est que Donald Trump a réussi à faire plier et le Hamas et Netanyahou. Et les manières ne sont plus celles d'avant. Tout à fait. La semaine dernière avec le négociateur américain. Absolument, on a compris que le négociateur qui est un magnat de l'immobilier, pas du tout quelqu'un qui est un vétéran de la diplomatie ou quelqu'un qui mettrait un petit peu aurait une parole policée. On est avec un type qui parle comme un charretier, qui parle à Netanyahou comme un charretier. C'est ce qui s'est passé. Et donc, voilà. Donc, on a changé d'air. On est dans l'ère du deal. On est dans l'ère de l'affrontement. On est dans l'ère de peut-être une nouvelle guerre froide. On va voir comment les choses vont se passer pour l'Ukraine et comment, finalement... Enfin, tout ce qu'on peut remarquer, c'est que sur cette couverture, il y a Donald Trump, il y a Volodymyr Zelensky d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre, qui sèche ses larmes, ou en tout cas qui a très chaud. Aucun de ces deux personnages n'est en ce moment à l'investiture de Donald Trump. Zelensky a tenté à 3 reprises de demander d'y aller, et ça n'a pas été, il n'y a pas eu de suite. Et Emmanuel Macron, apparemment, n'a pas été invité, d'après ce qu'on sait. On a pensé qu'il ne voulait pas y aller, mais je crois qu'il n'a pas été invité. En même temps, une investiture, c'est pas toujours... tous les chefs d'État ne se déplacent pas. C'est un événement plutôt très américain où des élus se retrouvent, des gens qui font aussi des hommes d'affaires. Il y a beaucoup de business qui se fait pendant une investiture aux États-Unis. C'est souvent des gens qui ne se voient pas du tout pendant 4 ans et qui se revoient tous les 4 ans à Washington
à l'occasion. Donc il y a plusieurs soirées, il y a des bals, ça a déjà commencé depuis 2 jours. Ce soir, évidemment, ça va être les bals les plus prestigieux où Donald Trump va sans doute danser avec Melania comme il l'avait fait lors de son investiture sur My Way. Voilà. Melania était très très bien habillée. On imagine que ce soir, ça sera encore le cas. Il y a un parfum de retrouvailles, on va dire, pour ce couple. Il y a aussi, avec Trump, un truc incroyable, c'est qu'il va jurer, au moment où nous parlons, il est en train de jurer sur la Bible au Capitole, puisque pour des questions de temps de météo, ça se passe à l'intérieur, à l'endroit même où, le 6 janvier 2021, des hordes de ses partisans, ou en tout cas de gens de la droite extrême, avaient envahi cet endroit sacré de la démocratie américaine, où un type se baladait avec des cornes et une espèce de déguisement de chaman. Voilà, on était dans du grand n'importe quoi et surtout un crime fédéral dont on accusait Donald Trump, dont il a été lavé puisqu'apparemment il avait ordonné à ses partisans de rentrer chez eux. Il n'a jamais été accusé directement, mais il est clair que la perte de son élection avait provoqué beaucoup de mécontentement. Donc le 6 janvier 2021, attaque du Capitole, et aujourd'hui, Donald Trump qui jure sur la Bible au sein même de ce même Capitole. Un dernier petit mot sur la situation en Europe. Trump qui parle de régler ce conflit entre l'Ukraine et la Russie en 24 heures. Qu'est-ce qu'on doit croire là-dedans? Quelle perspective peut prendre ce conflit? Écoutez, je pense que ça aurait été une éventualité plus facile à mettre en place. Initialement, je me suis imaginé, je couvre ces 2 conflits, que ce soit Gaza ou l'Ukraine, enfin plus particulièrement l'Ukraine en termes de reportage, mais aussi Gaza, puisque j'interviens beaucoup sur les médias sur le conflit israélo-palestinien. J'avais pensé que Gaza serait plus difficile à régler que l'Ukraine. Je n'en suis plus tout à fait sûr, pour plusieurs raisons. D'abord parce que là, à Gaza, il y a un accord inespéré, inattendu, provoqué, forcé, où la main de Trump est derrière, où Joe Biden et Anthony Blinken ont travaillé aussi sur cet accord, parce que globalement, si vous voulez, cet accord, il est là depuis 3 mois. Simplement, il fallait une sorte forcer de petite, la main des 2 protagonistes et arriver à dire, bon, finalement, on s'entend et on y va et on avance. C'est ce qu'a fait Trump. Donc ça a été l'élément final, la touche finale à cet accord. Maintenant, comme le processus est en cours, si on se réfère à ce qui s'est passé en novembre 2023, il y avait déjà eu un processus de libération d'otages à l'époque. À peu près une 50aine d'otages avaient été libérés. Ça avait duré 4 jours, il y avait une trêve de 4 jours et ça avait été peu ou prou respecté les 4 premiers jours. Là, on est sur du 42 jours pour la sortie des otages, de 33 otages. Ensuite, c'est potentiellement relancé, mais à tout moment du chemin, un grain de sable peut venir gripper la machine. Une des parties peut décider de repartir là où il était. L'armée israélienne peut décider à nouveau de refaire une opération. Le Hamas peut décider de façon spectaculaire de lancer un attentat où tout est possible. Rien n'est réglé, mais il y a quand même un cadre qui existe, qui a été voulu par Trump et qui marque finalement le début de l'ère Trump. Ça, c'est important. Et donc, ça veut dire que ça existe. Pour ce qui est de l'Ukraine, le cadre, il était peut-être plus facile, puisque les Américains sont les principaux bailleurs de fonds de l'Ukraine, en termes d'armement, en termes d'aide militaire, d'aide tout court, depuis le début du conflit. Donc, il suffit de dire aux Ukrainiens, mais on arrête, on coupe le robinet, et puis vous arrêtez, vous allez vous négocier avec Poutine. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où le front en Ukraine n'est plus tout à fait aussi figé qu'il ne l'était il y a 6 mois. Il y a une dynamique qui s'est mise en place, que je situerais en gros au moment d'Avdiivka l'an dernier. La chute d'Avdiivka, à la différence de Bakhmout, où le front n'avait pas beaucoup évolué après la chute de Bakhmout, là, sur Avdiivka, au sud de Donetsk en particulier, les Russes ont conquis quand même des portions de plusieurs milliers de kilomètres carrés, ce qui fait que le front a beaucoup avancé. On n'est pas encore dans un écroulement du front ukrainien, mais ça peut intervenir de façon rapide. Là, au moment où on parle, 4 grandes villes qui sont Toretsk,
comment Chaziviar, comment Kurakovo, mais Kurakovo elle est quasiment conquise déjà, et il y en a une quatrième, Velika Novosilka, qui elle est aussi en passe de tomber, donc c'est plus qu'une question d'heures ou de jours avant lesquels ces villes dont je vous parle, villes du sud du Donbass, vont tomber. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, là, les Russes sont dans une dynamique. Pourquoi dès lors Poutine arrêterait-il une guerre dans laquelle il est à même de prendre plus de territoire? Les troupes russes actuellement se retrouvent à 5 km des frontières géographiques de l'oblast de Dniepro, donc c'est de quitter le Donbass, donc d'aller plus en avant, quitte peut-être à aller jusqu'au Dniepr. Si on prend l'histoire, quand les Allemands guerroyaient pendant la Seconde Guerre mondiale contre les Russes, contre les Soviétiques dans cette zone, à partir du moment où les Allemands ont perdu le Donbass, ils sont repassés de l'autre côté du Dniepr, parce que les positions de défense sont intenables, c'est plus plat, c'est moins encaissé, il y a moins de friches industrielles, on n'est plus capable de faire des villes forteresses comme les Ukrainiens les avaient dressées après 2014. Et là, du coup, sur la question de l'Ukraine en tant que telle et de la situation du front, les Russes vont peut-être vouloir pousser leur avantage jusqu'au bout, à moins qu'ils ne décident, contre évidemment des contreparties, notamment au niveau des sanctions, au niveau du futur statut de l'Ukraine, au niveau de son rapport avec l'OTAN, eh bien, qu'ils ne décident qu'il y aura un deal global, et dans ce cas-là, ça sera un nouveau succès pour Trump. Pour le moment, rien n'est sûr. Il y a un mystère du côté de Poutine sur ses intentions. On sait qu'il est prêt à rencontrer Trump, que des discussions ont déjà lieu pour cette rencontre, que Poutine a fait l'éloge de Trump, notamment après son attentat, enfin il n'y a pas longtemps, en estimant qu'il avait été un homme courageux. Et Donald Trump a déjà dit plusieurs fois qu'il était prêt à rencontrer Poutine. Donc là, une sorte d'alignement des planètes. Est-ce que ça aboutira à un accord? Rien n'est sûr. Eh bien, nous suivrons ça de très près, comme d'habitude, chez Omerta. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois sur la chaîne YouTube d'Omerta. Je vous rappelle encore que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site www.omertamedia.fr. N'oubliez pas aussi de télécharger l'application Omerta. Je vous dis à très bientôt.